député. Selon l'ordre indiqué au feuilleton d'aujourd'hui, Ms. Rempel. Examen en deuxième lecture du projet de loi C-220, loi modifiant le Code criminel, détermination de la peine, statut d'immigration au nom de Mme Rempel Garner. Mme Rempel Garner, appuyée par M. Redekov, propose que le projet de loi C-220, loi modifiant le Code criminel, détermination de la peine, statut d'immigration, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Débat. La députée de Calgary-Nose Hill. Monsieur le Président, est-ce que les juges devraient pouvoir se servir du statut d'immigration d'un non-citoyen pour donner une peine moins sévère lorsqu'il est question d'agression sexuelle simplement pour éviter le renvoi? La réponse est non. Et aujourd'hui, je parle du projet de loi C-220. Ce projet de loi fait état des principes qui sont déjà inscrits dans la loi pour ce qui est des conséquences pour les gens reconnus de certains crimes comme les agressions sexuelles au Canada. La grande majorité des gens au Canada qui ont immigré ici respectent nos lois. Alors, le renvoi des non-citoyens qui sont reconnus d'un crime grave est assez évident pour rassurer tout le monde. Et en fait, tous les gens qui habitent ici devraient respecter les règles. Après une décennie de politique libérale, accepter ce changement permettrait au gouvernement de démontrer son respect pour la citoyenneté canadienne en affirmant qu'au minimum, le privilège de résider ici pour les non-résidents dépend du respect à la règle de droit. Et tout ce que j'ai dit et tout ce que je vais dire ce soir démontrera qu'au-delà de la partisanerie, il n'y a pas de raison pour le gouvernement de ne pas soutenir ce projet de loi. En fait, pour soutenir le pluralisme du Canada, le gouvernement doit reconnaître ses erreurs en matière d'immigration et il doit travailler avec les autres partis pour accepter des solutions du gros bon sens. Le soutien pour l'immigration parmi les Canadiens et nouveaux arrivants est à son plus bas. Cette opinion devrait surprendre les députés. Nous devrions trouver des solutions. C'est ce que je veux faire avec ce projet-là aujourd'hui. Heureusement, la raison pour laquelle les Canadiens ne soutiennent pas l'immigration comme auparavant, c'est pas parce que les Canadiens blâment les immigrants. Plutôt, les Canadiens qui ne sont pas satisfaits d'immigration blâment le gouvernement fédéral qui, au cours de la dernière décennie, a fait venir trop de gens trop rapidement pour les logements et les soins de santé offerts. En même temps, ils ont légiféré de façon à ce qu'il n'y ait plus d'identité canadienne. Mais le Canada est à un point tournant. Le gouvernement doit réagir rapidement pour établir un système d'immigration. Et si le gouvernement n'agit pas, eh bien, le Parlement doit agir. Dans l'esprit de la non-partisanerie, je me sers de mon projet de loi pour parler d'un domaine où le gouvernement doit agir pour améliorer le système d'immigration. Plus tard ce soir, moi et mes collègues allons proposer des amendements au projet de loi C-12. Mais revenons à ce projet de loi. Pour être juste et pour éviter l'érosion accrue de la tolérance à l'immigration, nous devons veiller à ce que les non-citoyens qui commettent des crimes graves comme les agressions sexuelles fassent face aux conséquences qui sont déjà établies dans la loi. Au minimum, chers collègues, les non-citoyens qui abusent du privilège d'être ici en commettant un crime grave comme l'agression sexuelle devraient faire face à un renvoi qui est déjà prévu dans la loi sur la protection des réfugiés et l'immigration. Le projet de loi dont nous sommes saisis amende le Code criminel en ajoutant un nouveau principe de détermination de la peine à l'article 718. C'est l'article du Code où le Parlement a exercé son droit d'offrir de l'orientation aux tribunaux sur la façon dont les tribunaux doivent être condamnés. Mon projet de loi ajoute une ligne, un nouveau principe à l'article 718.202 qui dit que lorsqu'on impose une peine à un délinquant n'ayant pas la citoyenneté canadienne,
le tribunal ne peut pas prendre en considération l'incidence éventuelle de la peine sur le statut d'immigration au Canada du délinquant ou sur celui d'un membre de sa famille. Cette disposition veille à ce que les dispositions de la loi actuelle soient appliquées lors de la détermination de la peine de non-citoyens reconnus coupables de crimes comme les agressions sexuelles. Je vais vous dire pourquoi. Ces dernières années, il y a eu de nombreux cas de juges qui ont offert des peines qui visaient à leur permettre d'éviter le renvoi. Cette pratique fait en sorte d'éviter le renvoi. Et cela crée un système de justice à deux vitesses entre les citoyens et ceux qui n'ont pas la citoyenneté. C'est injuste et ça ne concorde pas avec le principe de justice fondamentale et ça a érodé le système d'immigration du Canada. Voici quelques exemples du nombre excessif de fois où des non-citoyens reconnus coupables de crimes graves ont eu des peines plus légères ou moins sévères, simplement pour éviter le renvoi déjà établi dans la loi. Un non-citoyen de l'Inde a été reconnu coupable de 14 accusations de voyeurisme. Ça a causé beaucoup de tort aux victimes. Il a été condamné à une peine de 5 mois et demi. Le juge a admis que 6 à 12 mois aurait été une peine plus appropriée. Pourquoi? Pour éviter le renvoi. Et le juge l'a même dit. C'est dans un cas de 2024 à Calgary, un autre non-citoyen de l'Inde avait tenté d'acheter des services sexuels d'une fille de 15 ans. Ils ont fait cela pour lui permettre l'admissibilité à devenir citoyen canadien et éviter le renvoi. Le juge a parlé des conséquences d'une peine plus grave. Un non-citoyen au Canada a été reconnu coupable d'avoir touché les parties génitales d'une femme dans un bar. Cette personne a pu éviter le renvoi. En mars 2024, un homme de 24 ans de Surrey en Colombie-Britannique, un non-citoyen, a reçu une peine conditionnelle de 2 ans moins un jour pour agression grave et possession d'une arme après avoir poignardé un étranger. Semble grave, n'est-ce pas? Qu'a fait le juge? Le juge a renvoyé la recommandation de 4 ans de la Couronne afin que le non-citoyen puisse éviter le renvoi. En octobre 2025, le mois dernier, Roosevelt Rush, un non-citoyen de la Jamaïque, a vu sa peine réduite de moitié alors qu'il purgeait déjà 6 jours pour 6 ans parce que le juge voulait l'aider à éviter le renvoi. En 2024, un non-citoyen de la Colombie-Britannique a été reconnu coupable de fraude et a reçu une peine de 6 mois et un juge a raccourci cette peine afin qu'il puisse, éviter le renvoi. En 2024, un non-citoyen de la Somalie a été reconnu coupable d'agression et de menaces contre la police. Son temps d'incarcération a été réduit pour éviter le renvoi. Il s'agissait d'un réfugié qui a commis ces crimes tout en bénéficiant de sanctuaire au Canada. Mais qu'en est-il des victimes? Qu'en est-il de la valeur de la citoyenneté canadienne? Qu'en est-il de la responsabilité associée au fait d'être ici au Canada? Le fait d'être au Canada, ce n'est pas que des privilèges et des avantages. Il faut aussi respecter les responsabilités associées à ces privilèges. Et ça veut dire respecter la règle de droit. Il y a beaucoup d'autres exemples qui illustrent la tendance avec des avocats ou criminels maintenant qui demandent des peines plus légères afin que leurs clients non citoyens puissent éviter le renvoi ou qu'on leur refuse la citoyenneté. Je vais vous expliquer pourquoi cela arrive. Depuis la décision de la Cour suprême, les tribunaux donnent une plus grande considération aux conséquences sur le statut de l'immigration au moment de déterminer de la peine. Cette décision disait que cette considération ne constitue pas un droit en vertu de la Charte. En fait, cette décision ne parle même pas de la Charte une seule fois.
La décision dit aussi clairement que la flexibilité de notre processus ne devrait pas être utilisée à tort en imposant des peines artificielles qui, en fait, contournent la loi. Des juges se sont servis de ces exemples et les ont manipulés pour permettre à des non-citoyens reconnus coupables de crimes graves d'avoir des peines moins sévères pour éviter le renvoi. C'est ce qui est arrivé. Pendant ce temps, les Canadiens n'auraient pas le même traitement. Alors, on a un système de justice à deux vitesses. On ne peut pas laisser les tribunaux continuer ainsi. Mes amis et collègues, il est temps que le Parlement dénonce la situation. Soyons clairs, la Cour suprême a été claire. Les gens du Canada qui sont préoccupés par la criminalité ont le droit, par leurs élus, de donner des instructions aux juges. Et c'est exactement ce que vise à faire ce projet de loi non partisan. Ce matin, un éditorial du Globe and Mail dit que les juges de notre système protègent les non-citoyens contre les circonstances de leur comportement criminel. Personne ne semble considérer si les Canadiens voudraient que ces gens soient des citoyens. Ça provient du Globe and Mail. On tente de blâmer les juges, mais la faute appartient au gouvernement fédéral qui, malgré les preuves de peine trop légères, dans ces cas-là, a refusé de donner plus de clarté aux juges. C'est pourquoi j'ai présenté ce projet de loi pour amender le Code criminel et rectifier la situation. Quiconque veut la résidence ou la citoyenneté au Canada, comme je l'ai dit, a des responsabilités tout comme des droits. Le guide de la citoyenneté indique que les citoyens doivent respecter les droits et respecter les droits et libertés des autres. La loi indique quelles sont les conséquences pour les non-citoyens qui ne respectent pas ces règles. Un non-citoyen devrait accepter sa responsabilité de défendre les institutions démocratiques du Canada et la monarchie. Tout cela est écrit dans le principe de paix et de bonne gouvernance. Dans la pratique, cela veut dire qu'ils vont défendre les droits des Canadiens comme la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, y compris la liberté de la presse, la liberté de rassemblement, d'association et l'égalité des hommes et des femmes. Tous les Canadiens et ceux qui veulent le devenir doivent laisser tomber tous leurs préjudices extrêmes et doivent contribuer au Canada. Et on s'attend à ce qu'ils respectent la règle de droit et acceptent les conséquences de ne pas respecter la règle de droit. Sans clarté législative pour ce qui est de l'examen de ce statut au moment du prononcé de la peine, on peut... Ce principe a déjà été mis en place par le gouvernement dans la loi. À ceux qui disent que ce projet de loi ne respecte pas l'indépendance de la magistrature, je dirais que nous avons le droit d'offrir de l'orientation aux juges pour la détermination de la peine. Premier exemple. Dans l'article du Code criminel, on dit que le principe fondamental de la détermination de la peine, c'est de respecter la loi. Je pense que les Canadiens perdent confiance en la loi si elle n'est pas appliquée de manière équitable. Et ça a été le cas en ce qui concerne les personnes accusées de crimes graves comme l'agression sexuelle. On dit aussi que la peine doit être proportionnelle à la faute commise. Le Parlement n'a jamais voulu dire que la responsabilité du délinquant est diminuée à cause de son statut d'immigration. De dire autrement, ce serait de percevoir les choses différemment parce que quelqu'un est né ailleurs, ce qui est inacceptable. Ensuite, il y a les circonstances de la victime, la santé de la victime, leur situation financière. Et donc, j'ai beaucoup parlé de cas concernant des agressions sexuelles qui ont eu une incidence démesurée pour les victimes, notamment des femmes. Et ce projet de loi déterminerait un principe d'imposition de la peine qui a trop souvent été mis de côté. Et les peines devraient être imposées comme celles imposées à d'autres délinquants.
donner à un délinquant une peine plus légère à cause de son statut d'immigration n'est pas acceptable. Et j'aimerais remercier Sean Phelan, un héros méconnu de l'histoire du Canada. Beaucoup ne le connaîtront pas, mais il a travaillé pour réformer le système de justice du Canada au cours des dernières années. Je le remercie de son aide pour ce projet de loi. Questions et commentaires. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je pourrais en dire plus dans un moment, mais j'ai quelques questions pour la députée. Elle fait souvent référence aux agressions sexuelles, mais il existe de nombreux délits qu'un délinquant peut commettre. J'ai eu l'occasion de visiter des prisons récemment et des problèmes de jeu peuvent amener quelqu'un à commettre un crime et qui peut les mener en prison. Je vais en dire plus un peu plus tard. Mais ma question à la députée, a-t-elle confiance en l'indépendance du système de justice? L'honorable député, j'ai dit dans mon discours comment mon projet de loi maintient le principe d'indépendance de la magistrature et les tribunaux ne doivent pas aller à l'encontre de la volonté du Parlement. Mon collègue dit qu'un crime comme de la fraude ou du trafic de drogue ou d'autres crimes, enfin, si quelqu'un commet un crime, il devrait être expulsé. S'il atteint ce seuil prévu dans la loi sur la protection des réfugiés. Mais mon collègue vient de rire. Les libéraux pensent que ceux qui commettent un crime devraient pouvoir rester ici. Et c'est de la foutaise. L'honorable député de Skeena-Buckley-Valley. Merci à ma collègue pour son discours bien étoffé. C'est un sujet bien compliqué, mais le sujet est simple pourtant. Là, les libéraux tentent de faire une équivalence entre un crime comme de la fraude et une agression sexuelle. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Je pense qu'il ne faut pas réduire la signification de ce genre de crime à cause d'un statut d'immigration. Enfin, quand il est question de victimes, si on parle notamment de femmes autochtones assassinées ou disparues, ce sont des victimes de crimes, mais les libéraux ne les défendent pas. Qu'en pense ma collègue? La députée. Eh bien, quand vient le temps de déterminer la peine, il faut considérer l'incidence sur la victime. Mais dans la loi sur la protection des réfugiés, on dit qu'une personne qui n'est pas un résident, qui a été condamné d'un crime, notamment d'un crime sérieux, cette personne devrait être expulsée. Et dans une décision, certains juges ont perverti la volonté du Parlement et donc mine la confiance du public envers le système de justice et le système d'immigration. Ce n'est pas la bonne façon de maintenir le pluralisme. C'est ainsi que on mettrait fin au pluralisme. Les libéraux doivent appuyer ce projet de loi. Le député de Peace River Westlock. Je remercie ma collègue d'avoir présenté ce projet de loi. C'est un excellent projet de loi. Nous avons entendu par le passé que des juges réduisent la peine de quelqu'un reconnu coupable pour éviter qu'il ne soit expulsé. Et donc, à mon sens, ça diminue la valeur de la citoyenneté canadienne. Ma collègue peut-elle commenter? La députée dispose de 55 secondes pour répondre. Voilà pourquoi ce projet de loi est si important. Pour préserver la valeur de la citoyenneté canadienne, il faut comprendre que la citoyenneté s'accompagne de responsabilités. Ce n'est pas
ça ne s'accompagne pas seulement de privilèges. Pour profiter des privilèges, il faut accepter les responsabilités. Et dans la loi sur la protection des réfugiés, il y a cette disposition qui dit qu'on ne doit pas être condamné d'un crime grave. Si on l'est, il faut être expulsé. La volonté du Parlement doit être suprême et il faut freiner ces juges militants et empêcher ces juges de miner la valeur de la citoyenneté canadienne parce que ça devient injuste pour tous les immigrants qui viennent ici et qui respectent les règles. Ce projet de loi semble être une évidence même. I have to interrupt the honourable member. Je dois interrompre la députée. Reprise du débat. Parliamentary Secretary to the Government House Leader. L'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Je suis de même façon en désaccord avec la motivation derrière ce projet de loi. La députée elle-même a fait référence à l'opinion publique liée à l'immigration en général. Les conservateurs aiment bien alimenter ces perceptions. Et on le constate dans de nombreuses de leurs déclarations. Quand j'ai posé ma question, elle a répondu que j'ai ri, que le Parti libéral rit. Mais ce n'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai, Monsieur le Président. Je n'ai pas ri, Monsieur le Président. Et je prends cette question très au sérieux. Ce que je constate, c'est que de l'autre côté, le Parti conservateur ne prend pas au sérieux la notion d'indépendance judiciaire. Ils ne comprennent pas ce que ça signifie pour les bonnes politiques publiques qui sont importantes pour les citoyens. Ils aiment aller dans les extrêmes et exacerber des situations. Et ils vont jusqu'à alimenter ce sentiment contre l'immigration qui existe au pays. Je pense que ça ne sert pas bien les Canadiens. Un résident permanent peut vivre au Canada pendant 40 ans. Savez-vous que des résidents permanents sont des membres de familles composées de citoyens? Je vais vous donner un exemple. Imaginez un père marié, père de moins 3 enfants. Tous les membres de la famille étaient citoyens sauf lui. Pour plusieurs raisons, il n'était même pas résident permanent. Et un incident est survenu qui impliquait des drogues. Bon, les collègues de l'autre côté font des allégations de nature sexuelle et ils les attachent ça à la personne dont je parle. Honte à eux. Ils devraient comprendre le système avant de prononcer de telles allégations. Ils devraient s'efforcer de mieux comprendre ce qui se passe dans les collectivités. Certaines personnes prennent de mauvaises décisions parfois. Et, Monsieur le Président, dans certains cas, ces incidents ne justifient pas une expulsion. Il peut y avoir des circonstances aggravantes à prendre en considération. Mais eux, de leur côté, ne disent rien. Ils ne se soucient pas des gens qui sont accusés et qui pourraient être victimes de ce genre de projet de loi. Parce que, bon, si ces gens commettent les crimes dont il est question, ils seront expulsés de toute façon. Si une personne en viole une autre, pensez-vous vraiment que cette personne disposera d'un traitement spécial de la part d'un juge?
Enfin, je pense que ça n'a rien à voir avec ce que le Parti conservateur tente de dire. Avec leur déclaration, on comprend qu'ils ne respectent pas l'indépendance judiciaire ni la discrétion des juges. Ils disent qu'ils veulent qu'on applique la loi, mais regardez le genre de projet de loi qu'ils présentent, des projets de loi qui minent toujours la discrétion des juges. Ils présentent des projets de loi qui ne respectent pas la charte et sont prêts à piétiner les droits des Canadiens et même des résidents permanents. Ce n'est pas tout le monde qui est ici avec une citoyenneté canadienne. Certains sont résidents permanents pendant 40 ans, et ce, pour différentes raisons. Et toutes sortes de collectivités sont touchées par ce genre de situation. Je les mets au défi de se présenter dans un événement communautaire et de dire à des gens que même s'ils sont ici depuis 30 ans, ils ne devraient pas être traités comme un Canadien. Honte au Parti conservateur. On vit dans une société multiculturelle. Et certains de leurs concitoyens n'ont pas la citoyenneté canadienne. Il peut y avoir de nombreuses raisons qui justifient cela. Des Canadiens vivent ici depuis de nombreuses années et n'ont toujours pas de citoyenneté canadienne. Et parfois, certains vont avoir des démêlés avec la justice, mais ils ne sont pas forcément de mauvaises personnes qu'il faut expulser. Dans certains cas, oui. Mais, Monsieur le Président, de notre côté, nous croyons en l'indépendance judiciaire et nous croyons qu'il est nécessaire que les juges aient un pouvoir discrétionnaire. La députée a fait référence aux chiffres d'immigration, comme quoi ils sont élevés. Moi, j'étais dans l'opposition quand Stephen Harper, en 2014, a dit qu'il souhaitait augmenter le nombre d'étudiants temporaires à 400 000. C'est un engagement de Stephen Harper. Ensuite, il y a eu la pandémie. Il y a des raisons qui expliquent la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Et bien sûr, nous tous, de chaque côté, nous sommes responsables de faire ce qu'il faut pour stabiliser l'immigration et la situation des visas temporaires. Mais les conservateurs réduisent l'importance de l'immigration dans leur déclaration. Ils manquent de respect envers les résidents permanents et on en a vu un bon exemple aujourd'hui. Je vous dirais, Monsieur le Président, que les conservateurs doivent cesser de s'intéresser à la frange extrémiste de droite de leur parti. Ils devraient penser aux Canadiens. Bon, comme vous pouvez le voir, je n'appuierai pas ce projet de loi. Je ne crois pas qu'il est méritoire. Je crois que c'est une trahison de l'indépendance judiciaire. C'est une trahison du pouvoir discrétionnaire des juges. Et de leur côté, ils n'ont pas démontré que les juges n'ont pas fait preuve de discrétion adéquate. Bien sûr, il peut y avoir des cas particuliers, mais je n'ai pas beaucoup de détails sur ces cas. Et je peux vous dire que si on entend parler de certains cas aujourd'hui, ce serait le même genre de cas qui aurait existé à l'époque de Stephen Harper, mais ils n'auraient rien fait à cette époque parce qu'aujourd'hui, ils sont tellement à droite qu'ils veulent faire des déclarations contre les immigrants, Monsieur le Président. Voilà la réalité. Voilà ce que l'on remarque de la part du Parti conservateur alors qu'il tend de plus en plus vers la droite. Pas étonnant que Joe Clark ait dit qu'il n'a pas quitté le Parti conservateur. C'est le Parti conservateur qui l'a quitté. On comprend pourquoi Kim Campbell est si mal à l'aise par rapport au Parti conservateur d'aujourd'hui.
le Parti conservateur devrait faire un examen de conscience et on verra bien ce qui se passe avec leur chef. Peut-être que le chemin sera un peu chaotique pour lui, mais il survivra parce que beaucoup de membres du caucus sont tellement à droite, si on se fie à ce qu'ils disent. Par exemple, ils ne veulent pas que le gouvernement investisse dans des programmes sociaux. Ils ne veulent pas qu'on investisse dans les soins de santé, dans les soins dentaires, dans les services de garde, dans l'aide aux personnes âgées. Pourquoi? Parce que l'aile de droite du Parti conservateur n'aime pas le gouvernement. Et on remarque ce genre de choses de plus en plus fréquemment de la part du Parti conservateur et ici en Chambre. J'espère bien que vous serez dans l'opposition pendant de nombreuses années encore. J'espère que le gros bon sens primera et que ce projet de loi ne sera pas adopté. Reprise du débat. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Order. À l'ordre. Let's have a little bit of order. À l'ordre, s'il vous plaît. Rivière-du-Nord pour commencer ses commentaires. Thank you. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce projet de loi-là, sur le principe, mérite d'être étudié. Je m'excuse, j'essaie de partir mon chronomètre. Bon, ça mérite d'être étudié et le critère du statut d'immigrant d'un accusé, la Cour suprême nous dit qu'il faut le prendre en considération. Quand on lit le projet de loi qui est devant nous aujourd'hui, Monsieur le Président, on a l'impression que le proposeur a compris que ça devait être le critère déterminant. Ben non, évidemment, c'est pas ce que la Cour suprême a dit, puis c'est pas ce qu'on pense. Si vraiment quelqu'un dont le statut de citoyenneté est précaire peut commettre des crimes sans être pénalisé, bien, ça n'a pas de bon sens. Je vais être le premier à m'objecter et à me scandaliser de ça. Mais on n'est pas là, Monsieur le Président. C'est un critère parmi d'autres. C'est ce que la Cour suprême a dit et c'est ce qu'on nous demande de regarder. Il faut faire la distinction, par exemple, Monsieur le Président, Monsieur le Président, il faut faire la distinction entre, par exemple, dans un cas de figure, un trafiquant de drogue qui a déjà été condamné ou accusé chez lui, qui se retrouve ici et puis qui se fait arrêter avec des quantités importantes de drogue, se retrouve devant un juge et nous dit, ben écoutez, j'ai pas encore mon statut de citoyen canadien. Bon, moi, je pleurerais pas trop là-dessus. Même s'il l'avait pu, s'il n'aurait jamais sa citoyenneté canadienne, je pense pas que ce serait une grosse perte pour la société québécoise ou la société canadienne. Mais, dans un autre cas de figure, la mère de famille, la mère de 3 jeunes enfants, qui est ici, qui attend son statut et qui a un permis de travail qui est échu et qui n'a pas été renouvelé pour toutes sortes de raisons administratives, les enfants n'ont plus rien à manger, puis on l'attrape à l'épicerie avec un jambon dans ses poches. C'est une infraction, c'est un vol, mais on va-tu la retourner dans son pays d'origine pour autant? Je pense que... Et le juge ne doit pas la déclarer innocente du crime, là. Elle l'a commis. Mais est-ce qu'il doit en tenir compte au moment où il donne sa sentence? Moi, je pense que oui. Je pense pas que les deux individus, le trafiquant de drogue, même s'il se fait prendre avec un jambon à l'épicerie, là, puis la mère de famille qui se fait prendre avec le même jambon, à mon avis, c'est peut-être la même infraction sur le plan technique, mais ça doit être pris en considération par le tribunal. C'est ce qu'on appelle la discrétion judiciaire ou la justice humaine, Monsieur le Président. Et au Québec, on y croit. Par ailleurs, je serais curieux qu'on me parle de la fréquence des crimes commis par des nouveaux arrivants. Je suis pas certain qu'il y en ait tant que ça. À mon avis, les nouveaux arrivants sont suffisamment préoccupés à s'intégrer, trouver un travail, apprendre la langue, faire vivre la famille, les soins de santé, l'éducation. Pas sûr qu'ils ont bien envie de se mêler au monde criminel. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais sur la fréquence, c'est probablement pas quelque chose qui devrait nous occuper tant que ça. Et parmi ces gens qui commettent des infractions, les délinquants invétérés, dangereux, irrécupérables,
bien, ils sont plutôt rares, Monsieur le Président. Je pense pas qu'il y en ait bien, s'il y en a. La première cause de la délinquance, d'ailleurs, que ce soit un nouvel arrivant ou un citoyen établi depuis toujours, la première cause de la délinquance, c'est une mauvaise intégration. Les gens qu'on va dire des mésadaptés sociaux, qui n'ont pas de job, ils ne veulent pas travailler, ou pour toutes sortes de raisons, ils sont en marge de la société. Ces gens-là vont souvent commettre des infractions de consommation de drogue, trafic ou autres. Mais on a un problème, on a perdu ces gens-là dans notre société. Ils sont mal intégrés, ils sont mésadaptés. Il y a des services sociaux qui sont là pour essayer de les aider et de les récupérer. Quand on parle d'un nouvel arrivant, on parle également d'une bonne intégration. Un nouvel arrivant qui est mal intégré, c'est sûr qu'il va être tenté vers le milieu criminel par la facilité, le vol, les violences, le trafic de drogue. C'est sûr qu'une mauvaise intégration va favoriser ce genre de situation. Mais une intégration réussie avec des nouveaux arrivants dont on s'est occupé, qui ont trouvé un travail, dont les enfants sont à l'école, ils ont appris la langue. Ces gens-là, M. le Président, ils ne commettent pas de crime. S'il y en a, là, c'est d'une rareté excessive. On n'en trouvera pas. Mais qu'est-ce que le fédéral fait pour intégrer les nouveaux arrivants? Là, on a un projet de loi qui nous dit un nouvel arrivant qui commet un crime, là, on le retourne chez lui. Je veux bien, là, comme je disais tantôt, dans certains cas, je serais tenté d'être d'accord, dans d'autres, non. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les intégrer, les nouveaux arrivants? Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'ils ne tombent pas dans ce piège-là de la criminalité? Bien, on ne fait rien. L'argent, les transferts aux provinces, il n'y en a pas. Des ressources, il n'y en a pas. La collaboration entre le fédéral et les provinces, il n'y en a pas. Le fédéral détermine ses seuils d'immigration, invite, on se souvient de notre ancien premier ministre qui avait, de façon plutôt spectaculaire, invité tous les gens qui étaient malheureux aux États-Unis dans leur statut d'immigrant, qui n'étaient pas traités convenablement, bien, de s'en venir ici, que le Canada les accueillerait avec plaisir. Il a ouvert le party, il a fait les invitations, mais il a oublié qu'il fallait payer la bière et le sandwich. Fait que ces gens-là sont entrés au Québec pour une grande majorité. Et là, le pourquoi le Québec plutôt qu'ailleurs, c'est une question qu'il faudrait peut-être explorer éventuellement. Je n'ai pas cette information ou cette expertise-là. Mais ils sont arrivés au Québec. La province de Québec n'avait pas le choix. C'est une compétence provinciale. Il fallait les intégrer, payer les écoles, payer les vêtements. Il faut les habiller l'hiver. Il y a un hiver, il fait froid. Ça prend des bottes, des manteaux. Ça prend des soins de santé. Les parents qui veulent travailler, bien, il faut examiner, enquêter sur est-ce qu'ils peuvent ou non avoir un permis de travail. Est-ce qu'on faut les héberger? Il y a une crise du logement présentement. On a souvent parlé de la problématique accrue de la crise du logement due au flux migratoire. Mais le fédéral n'a jamais rien fait pour intégrer ces gens-là. Le fédéral a laissé les provinces se débrouiller. Arrangez-vous. Et là, on dit, mais comment se fait, ils ne sont pas intégrés, ils commettent des crimes? Avant d'arriver en chambre, M. le Président, j'ai fait une petite recherche rapide sur Internet sur la question des nouveaux arrivants. Pas été bien loin, là. 30 août 2025, là, il y a quelques mois à peine. Une famille canado-américaine de Bromont qui risque l'expulsion après 15 ans au Canada. 4 des 6 enfants sont canadiens. Ils parlent tous français. Ils aiment le Québec. Ils sont bien intégrés. Ils veulent rester. Mais, pour des raisons qu'on ignore, là, les parents la mère a reçu un avis d'expulsion, puis elle avait le choix entre partir toute seule en laissant les enfants ici ou les amener avec elle puis retourner d'où elle vient. Pas très, très chic comme processus d'intégration. Elle n'avait pas commis de crime, cette femme-là. Là. Elle travaillait toute. Un autre ici. Famille d'origine mexicaine. Ça, c'est une nouvelle plus récente, le 5 novembre. C'est mon collègue et ami Mario Beaulieu de la Pointe-de-l'Île, Monsieur le Président, qui est intervenu, ce qu'on voit dans les journaux. Alors, une famille d'origine mexicaine, 2 enfants autistes, évité de justesse d'être expulsés du Canada. Elle avait appris qu'elle obtenait un sursis une heure avant d'embarquer dans l'avion. Elle est au Québec depuis 7 ans. 3 jeunes enfants, 2 atteints d'autisme sévère, qui sont nés au Canada. Je vous épargne le reste. Mon temps s'écoule, Monsieur le Président. Une autre, le 3 novembre encore, un homme de 26 ans, dont la famille est ici au Québec, et sa jeune femme de 24 ans
a été mis devant le fait accompli, elle reçoit un avis d'expulsion. Ils ont un enfant. Elle est obligée de retourner au Mexique. Alors lui, gars, il retourne avec elle et l'enfant au Mexique parce qu'il ne veut pas la laisser tout seul. Pas très chic, ça, Monsieur le Président. Bien, c'est ça que le gouvernement fédéral fait en termes d'intégration. Alors, il reste pas grande alternative pour le Québec, Monsieur le Président. Soit on continue de laisser le fédéral nous faire entrer des gens chez nous sans d'aucune façon nous aider à les intégrer et on crée des situations qui ne sont pas tenables, ou on se décide. Puis il va peut-être falloir qu'on se décide, il va falloir qu'on détienne tous les leviers, Monsieur le Président. Le Québec va devoir, s'il veut s'en sortir, être souverain, détenir tous les leviers de contrôle. On va devoir percevoir nos impôts et les utiliser pour intégrer ces gens-là. On va devoir déterminer nous-mêmes qui on accueille, quand, à quel endroit et comment on l'intègre. Puis en attendant, bien, on subit comme ça des décisions non fondées de la part du fédéral qui nous met dans le trouble. Et c'est malheureusement, je le soupçonne, pas fini. Alors, Monsieur le Président, l'indépendance du Québec, les pleins pouvoirs, déterminer les seuils d'immigration, percevoir nos impôts et les utiliser adéquatement, c'est la seule façon que je vois pour nous en sortir, à moins que le fédéral se réveille et collabore avec les provinces et avec le Québec. Merci, Monsieur le Président. Resuming debate. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, 10 ans de politique radicale d'ouverture des frontières et d'immigration massive ont miné ce qui était le meilleur système d'immigration du monde. Les libéraux ont imposé cette approche radicale sans réfléchir au fardeau que cela ferait peser sur le logement, sur le marché du travail notamment. Et le résultat, c'est le chaos dans nos rues. Et ce problème est particulièrement préoccupant dans le domaine de la criminalité et du non-respect des lois. Les libéraux ont fait en sorte que des gens viennent dans ce pays, obtiennent des visas de visiteurs ou autres permis leur permettant de se trouver au Canada, et ce, sans faire de vérification des antécédents. Il y a 400 criminels dont l'expulsion a été ordonnée, mais qui ont disparu. De plus, notre système juridique fait une discrimination contre les citoyens canadiens en faveur des criminels qui ne sont pas des citoyens, en leur imposant des peines plus légères afin de leur permettre de rester au pays. C'est une perversion du système de justice et c'est le contraire de ce qui devrait se passer. La politique qui devrait être établie, c'est que si une personne n'est pas un citoyen canadien et que cette personne commet un crime, elle devrait quitter le pays parce que pour venir au pays, il faut adopter un comportement respectueux des lois qui va favoriser le bien-être de ce pays. Et je vais vous donner un exemple de ce raisonnement faussé. Dans un cas, la peine a été réduite pour permettre à l'accusé de rester au pays. En 2023, dans un autre cas, un homme de 30 ans, Akash Kumar Khan, a tenté d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un de 15 ans en contrepartie de 1 500 $, mais a reçu une peine plus légère pour ne pas l'empêcher, lui et sa femme, d'obtenir la citoyenneté canadienne. Il a obtenu une absolution conditionnelle. Il a été placé en détention à domicile pendant une période et il a pu aller magasiner pendant 3 heures le dimanche. Il a pu se rendre à des rendez-vous médicaux en outre et sa peine a été réduite pour qu'il puisse rester au Canada. En 2024, une personne de 25 ans qui n'était pas citoyen, qui avait un permis d'étudiant, a agressé quelqu'un dans un bar de Calgary et la juge Anne Brown a tenu compte du fait qu'il serait expulsé sans possibilité d'appel si
le chef d'accusation en était un d'agression sexuelle et donc il a été libéré, placé plutôt en libération conditionnelle. En fait, il n'a pas purgé de peine de prison et donc il a pu demeurer au pays. Et il y a également un plaidoyer de culpabilité en matière d'homicide qui a été rejeté. Le juge s'est dit mal à l'aise avec le fait que l'accusé serait expulsé s'il était trouvé coupable. Et ensuite, il y a eu des accusations suite à une arrestation risquée qui a été effectuée, et ce, après que des policiers aient intercepté un véhicule et aient trouvé des armes à feu et de la drogue, et la peine a été réduite pour préserver la possibilité d'obtenir la citoyenneté canadienne. Ensuite, un ressortissant jamaïcain qui était déjà mis en liberté sous caution et a voulu passer en clandestinité 55 grammes de cocaïne et il a eu une peine légère en partie à cause de son statut d'immigration. Et en octobre 2025, il y a une peine qui a été réduite pour quelqu'un qui avait un visa d'étudiant et la peine a été réduite à quelques mois de prison parce que s'il s'était agi d'une peine de 6 mois de prison, il aurait été interdit de territoire. Et donc, on a tenu compte des conséquences en matière d'immigration dans le cas d'un jeune homme qui faisait du voyeurisme. Il avait percé un trou dans un mur pour espionner ses collègues de classe. Et donc, il s'agit d'un autre cas où on a allégé la peine d'un non-citoyen canadien afin de lui permettre de demeurer au Canada. Nous accueillons des gens qui sont travaillants, qui sont respectueux des lois, des gens qui veulent immigrer au Canada et construire notre pays de façon productive. Mais nous n'accueillons pas les gens qui veulent venir ici pour commettre des crimes. Et je suis ravie que la députée de Calgary-Nose Hill ait présenté le projet de loi sur lequel je prends la parole aujourd'hui, C-220, loi modifiant le code criminel qui empêcherait les juges d'alléger les peines sur la base du statut en matière d'immigration. Nous avons des lois qui doivent s'appliquer à tous, indépendamment de leur statut. Alors, si leur acte criminel est tel qu'ils doivent quitter le Canada, eh bien alors, ils doivent partir. Point final. Les Canadiens ont le droit de vivre en paix et en toute tranquillité. Ils ont le droit de savoir que lorsqu'ils sortent de chez eux, aucun préjudice ne leur sera causé. Et nous valorisons la citoyenneté. Nous ne donnons pas la citoyenneté à ceux qui arrivent dans notre pays et enfreignent les lois. Être immigrant suppose une certaine responsabilité, comme c'est le cas pour les gens qui sont nés ici. Et parmi ces responsabilités, il y a le respect des lois, le respect des autres et la protection de la sécurité des Canadiens et des nouveaux arrivants dans ce pays. Nous croyons en un système de contrôle fondé sur le mérite en matière d'immigration. Nous accueillons ceux qui veulent se joindre à la famille canadienne, travailler fort, réussir, bâtir une vie meilleure. Et c'est exactement ce que souhaite la vaste majorité des immigrants. Ils fuient le danger et la violence. Ils ne s'attendent pas à être victimes de criminels qui utilisent des échappatoires pour rester au Canada et échapper à des peines. Nous, conservateurs, croyons que le Canada peut à nouveau être un lieu sûr où les gens auront l'impression qu'ils vivent en paix, en harmonie, où leurs biens et leurs personnes sont protégés, où tous bénéficient de l'égalité selon la loi, que tous sont responsables de leur comportement et que le droit canadien
à préséance et que tous comprennent qu'ils ont la responsabilité de respecter le droit canadien pour passer de visiteur à résident temporaire, résident permanent et citoyen. La citoyenneté doit avoir sa valeur rétablie, ce qui commence par le respect de la sécurité de tous les Canadiens et de la primauté du droit dans notre pays. Député de Madawaska, Restigouche. Merci, Monsieur le Président. Je suis reconnaissant de pouvoir prendre la parole aujourd'hui au sujet du projet de loi d'initiative parlementaire C-220, loi modifiant le Code criminel sur le statut d'immigration lors de la détermination de la peine, présenté par la députée de Calgary-Nose Hill. Ce projet de loi soulève des enjeux fondamentaux pour notre système de justice. L'individualisation des peines, la proportionnalité, la parité et surtout le rôle essentiel du pouvoir judiciaire dans la détermination de peines justes et adaptées aux circonstances de chaque cas. Il touche également l'intersection délicate, mais bien réelle, entre notre régime pénal et notre régime d'immigration. Or, loin d'améliorer ce système, le projet C-220 l'affaiblit. Il vise à retirer aux juges une partie de leur discrétion essentielle et à renverser, sans justification et sans preuve, une jurisprudence unanime de la Cour suprême. Cela devrait tous nous préoccuper. Selon la députée conservatrice ayant déposé ce projet de loi, les tribunaux accorderaient des traitements préférentiels ou des peines trop clémentes aux non-citoyens lorsqu'ils tiennent compte des conséquences d'immigration, comme la perte du droit d'appel ou la possibilité de renvoi du Canada. Or, les faits ne soutiennent pas cette affirmation. Aucune étude, aucune analyse et aucun procureur fédéral ou provincial n'a indiqué que les tribunaux abusaient de la jurisprudence existante. Et là où de très petites réductions de peine ont lieu, comme une réduction d'1 jour, elles sont rares, transparentes et entièrement sujettes à l'appel. Le projet de loi propose donc une solution lourde et rigide pour un problème qui n'existe tout simplement pas. Le projet de loi créerait un nouvel article 718.202 du Code criminel qui interdirait explicitement aux juges de considérer toute conséquence d'immigration lors de la détermination d'une peine pour une personne qui n'est pas citoyenne canadienne. Autrement dit, même si une peine de 6 mois, plutôt que 5 mois et 29 jours, déclenche automatiquement la perte du droit d'en appeler d'une mesure d'exportation, le tribunal serait légalement obligé d'ignorer cet effet concret aux conséquences importantes. Un citoyen purge sa peine et retourne à sa communauté. Un résident permanent ou une personne arrivée au Canada dans son enfance pourrait être renvoyé vers un pays qu'il ne connaît pas. Le juge serait forcé de faire comme si cette réalité n'existait pas. Ce n'est pas de la justice, ce n'est pas de la proportionnalité et ce n'est certainement pas ce qu'exige notre Constitution. En 2013, la Cour suprême, sous un gouvernement conservateur, a affirmé clairement que les conséquences d'immigration font partie des conséquences réelles d'une peine et qu'à ce titre, elles peuvent être considérées par les tribunaux. La Cour a dit 2 choses essentielles sur le sujet. Oui, un juge peut tenir compte des conséquences d'immigration pour s'assurer que la peine, dans son ensemble, demeure proportionnelle au crime commis. Et la Cour a aussi dit que non, ces conséquences ne peuvent pas l'emporter sur la gravité de l'infraction ou sur la responsabilité morale de l'accusé, peu importe ce qu'en disent les conservateurs. C'est un cadre équilibré que nous avons, raisonnable, constitutionnel, et il fonctionne depuis plus d'1 décennie. Et pourtant, les conservateurs proposent aujourd'hui d'abolir cette jurisprudence. Il était pourtant au pouvoir lorsque cette décision a été rendue. Ils avaient 2 ans pour agir s'ils croyaient qu'elle posait réellement problème. Ils ne l'ont pas fait. La députée de Calgary-Nose Hill et le chef de l'opposition, qui était alors député de Carleton, étaient eux-mêmes au pouvoir à cette époque. Et pourtant, ils n'ont rien fait à ce moment. Bien, ça nous indique que ce qu'ils cherchent à faire aujourd'hui, ce n'est pas de corriger une injustice, c'est de recycler une politique punitive qui, à l'époque, avait déjà fait l'objet d'une contestation constitutionnelle à plusieurs reprises. Toute personne familière avec le droit criminel le sait. La détermination de la peine repose sur un principe fondamental, l'individualisation. 2 personnes qui commettent le même crime n'ont pas nécessairement la même histoire, les mêmes vulnérabilités, les mêmes responsabilités familiales, ni les mêmes conséquences possibles. Les tribunaux tiennent déjà compte d'une vaste gamme de conséquences collatérales pour tous les Canadiens,
pas seulement pour les personnes immigrantes. La réalité est qu'une sentence criminelle produit des effets très différents selon le statut d'immigration de la personne condamnée. Sous la loi de l'immigration et de la protection des réfugiés, on indique qu'une peine de 6 mois de prison ou plus équivaut à une perte automatique du droit d'appel d'une mesure de déportation et qu'une peine de plus de 6 mois ou une infraction passible de 10 ans équivaut à la possibilité d'être déclaré interdit de territoire pour criminalité grave. Ces conséquences ne font pas partie du Code criminel. Elles résultent d'un régime administratif parallèle créé par le Parlement. Interdire aux juges de considérer ces conséquences, c'est accepter, voire institutionnaliser, que 2 personnes condamnées pour la même infraction vivent des conséquences fondamentalement différentes. Une justice à 2 vitesses. Oui, c'est bien ce que veut mettre en place le projet C-220 de la collègue conservatrice. Et c'est le projet de l'opposition qui créerait cette injustice-là et non les tribunaux. Madame la Présidente, notre gouvernement s'oppose au projet de loi C-220, notamment parce qu'il est mal conçu, parce qu'il n'est pas fondé sur des données probantes, parce qu'il contrevient aux principes de proportionnalité, de parité et de justice fondamentale, et parce qu'il porterait atteinte à l'indépendance judiciaire, un pilier de l'État de droit. Je pense que quand on propose des mesures qui font des modifications au code criminel, quand on est sérieux quand on dit qu'on veut améliorer la sécurité publique, bien, il faut adopter une approche sérieuse en Chambre, s'assurer que les mesures qu'on propose respectent réellement notre Constitution. Parce que là, c'est que ce n'est pas le cas. Avec le projet de loi C-220 ou d'autres projets de loi d'initiative parlementaire déposés par des collègues de l'opposition officielle, bien, ces projets-là seraient renversés par les tribunaux. Ça équivaut à une perte de temps, une perte de ressources et une déception pour les Canadiens et Canadiennes. De notre côté de la Chambre, on comprend ça et on s'assure de proposer des mesures législatives réellement adaptées aux situations vécues et qui sont constitutionnelles. Je pense notamment au projet de loi C-14 qui propose une réforme en profondeur du système canadien de mise en liberté sous caution.